Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine et d'une séquence qui va être intense pour les investisseurs avec un déluge d'informations macroéconomiques, microéconomiques également, et une nouvelle série de décisions de politique monétaire cette semaine et la prochaine seront 15 jours cruciaux pour les investisseurs et qui seront peut-être déterminants d'ailleurs pour la dynamique des marchés au cours des prochains mois et des derniers mois de cette année 2022. Nous aurons par exemple cette semaine la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre. Certes, c'est un chiffre qui sera un peu backward-looking, mais qui permettra quand même de constater que l'économie américaine est restée très résiliente et a même rebondi au cours de l'été après 2 trimestres en début d'année qui ont été marqués par une petite contraction du PIB américain. On attend désormais un rebond de près de 2,5% en rythme trimestriel annualisé pour la croissance américaine au troisième trimestre. Le chiffre sera publié ce jeudi, à peine quelques minutes après la décision de politique monétaire qui sera rendue par la Banque centrale européenne. Décision donc qui est attendue par les investisseurs avec impatience. On attend encore une hausse de 75 points de base pour la Banque centrale européenne cette semaine. Et puis la semaine prochaine verra évidemment la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Du côté des indicateurs conjoncturels, on a eu la première livraison et les premières estimations des PMI, des enquêtes auprès des directeurs d'achat en zone euro pour le mois d'octobre. Et sans surprise, ces indicateurs nous montrent une poursuite de la dégradation, une dégradation qui est désormais très forte dans le secteur manufacturier et industriel, en Allemagne notamment. On voit en France une partie service qui résiste un petit peu mieux. Au global, on a quand même l'idée d'une zone euro qui pourrait entrer peut-être en récession au cours de ce quatrième trimestre 2022. Voilà pour la toile de fond macro. Du côté des marchés, on notera que l'idée est peut-être plutôt au rebond à nouveau. Après quelques séances de reprise ces dernières semaines, on voit un début de semaine positif sur les marchés actions en Europe avec une hausse de plus de 1% pour les indices européens à mi-journée au démarrage d'une séquence microéconomique qui va là aussi être intense et qui permettra aux investisseurs d'affiner encore un peu plus leur jugement sur la qualité des entreprises, la qualité des modèles économiques des entreprises dans cette phase compliquée de crise au pluriel, on peut le dire ainsi. Nous aurons 30% de la cote américaine du S&P 500 qui publiera ses résultats trimestriels cette semaine. Plus d'une quinzaine de sociétés du CAC 40 vont publier également leurs chiffres d'activité et ou leurs résultats sur le trimestre écoulé. Parmi les sociétés emblématiques qui publieront leurs chiffres cette semaine aux États-Unis, le groupe des GAFAM qui est attendu de pied ferme avec un poids dans les indices américains toujours aussi important pour ces grandes valeurs technologiques américaines. Et dans ce contexte, le plan de trading plus que jamais nécessaire dans des marchés qui restent très très techniques. On a vu encore une séance de reprise violente pour les indices américains vendredi dernier. Est-ce que les indices actions sont tentés de poursuivre ce rebond, au moins à court terme sur les prochains jours? Nous en parlerons avec Vincent Bois, analyste chez IG, qui sera avec nous en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse. Effectivement, un marché où les enjeux techniques sont considérables en ce moment. On est au lendemain de l'échéance mensuelle du mois de octobre et donc c'est une nouvelle échéance qui démarre en ce début de semaine et Vincent Bois est à mes côtés en plateau, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce rendez-vous, le plan de trading de Smart Bourse pour la semaine ou les prochains jours. C'est vrai que le contexte fondamental macroéconomique a assez peu évolué. On parle de risque de récession avec un niveau d'inflation qui reste inacceptable pour les banques centrales, on va le dire ainsi, Vincent. Et pourtant,
on voit, et le mois d'octobre a été marqué de plusieurs séances qui ont permis de voir que les indices actions américains, par exemple, chaque fois qu'ils sont allés tester des gros points bas, des points de support importants, ont été tentés de rebondir. Et la séance de vendredi à Wall Street en a été encore l'exemple parfait, Vincent. Tout à fait, c'est vrai qu'on sent que les marchés ont envie de rebondir, ne vont pas chercher de nouveaux plus bas. Les mouvements haussiers sont plus importants que les mouvements baissiers, prennent moins de temps. Et donc, malgré l'incertitude encore qui règne, cette demande sur les taux de la Fed, sur la récession, comme vous le disiez, amène à des incertitudes. Donc, pas de nouvelles informations. Et pourtant, les marchés rebondissent sur des niveaux techniques importants, des précédents supports. On est tout de même allé chercher les plus bas depuis un an sur certains indices américains. Justement, on va voir les deux indices américains puisqu'il y a les résultats importants. Est-ce que ces résultats vont jouer dans la balance? Est-ce que justement les poids lourds de Wall Street vont permettre d'accélérer ce rebond ou au contraire d'aller chercher une nouvelle fois ces supports? Il faut sans doute effectivement plus que jamais regarder ces marchés, ces indices actions sous l'angle de l'analyse technique, puisque la toile de fond fondamentale reste quand même confuse pour le moins, offrant assez peu de visibilité sur le court terme. Quand on regarde, alors vous êtes venu avec plusieurs graphiques évidemment, on peut regarder tout d'abord le Nasdaq avec une vue journalière du Nasdaq qui nous montre bien d'ailleurs effectivement ce bottom qu'on a pu marquer peut-être au cours du mois de novembre. Tout à fait. Techniquement, quels sont les enseignements de ce graphique, Vincent? Le point bas a été atteint justement juste après l'inflation et puis retour haussier alors que l'inflation était mauvaise finalement, pas satisfaisante, mais on est revenu chercher ses plus bas depuis, on le voit, septembre 2020 ici sur l'indice, un niveau de support important sur les 10 500. Retour haussier qui nous permettrait d'aller chercher probablement cette oblique ici sur les 11 700 points. On voit les indices européens qui commence plutôt dans le vert, malgré ce qui s'est passé en Asie, en Chine et à Hong Kong cette nuit. Pas d'incidence, pas de résultats importants aujourd'hui, donc on pourrait justement aller chercher ces 11 700 dans la journée. Après, ça va être cet exercice de dépasser ce nouveau plus haut récent, les 50% de Fibonacci, plus un ancien support oblique, que l'on va voir d'ailleurs en hebdomadaire, qui est un support oblique assez important et qui permettrait d'aller chercher d'autres niveaux, notamment les 12 227 points, et donc de dépasser cette moyenne mobile sans période que l'on voit en vert ici. Donc, on peut aller chercher ce niveau et puis échouer à franchir la moyenne mobile. Mais justement, un test de ce niveau et puis un dépassement de la moyenne mobile permettrait d'aller chercher d'autres niveaux que l'on peut voir d'ailleurs en hebdomadaire. On va regarder effectivement la vue hebdomadaire sur le Nasdaq qui permet effectivement d'avoir une vision un peu plus dézoomée. Qu'est-ce que ce graphique nous apprend, Vincent? Le support oblique qui n'est pas noté mais qui part justement de ce point bas de 2020 et qui va chercher les 10 500. Donc on peut aller rechercher, tenter justement de se maintenir dessus. Les 10 500 qui est un niveau technique, on est sur la moyenne mobile 200 périodes actuellement. On tente le dépassement, 11 270 ici en cotation. Et donc, à en croire pour le moment, en tout cas, le début de la séance en Europe, on peut essayer de se maintenir. C'est une clôture hebdomadaire. Il va falloir valider à la fin de la semaine les résultats des GAFAM, l'inflation ou le PCE également aux États-Unis et d'autres informations. Donc, prudence tout de même. Mais si on vient valider ce niveau et qu'on va chercher les 11 700 que l'on a vu justement en journalier à l'instant, eh bien, on peut aller chercher l'autre niveau qui serait les 12 900 points. 12 900 points qui a servi d'abord de support début 2021, une nouvelle fois à la fin de l'année ou début 2022 et de résistance à plusieurs reprises en 2022. Donc un niveau technique assez fort et donc un niveau qui pourrait être atteint. Après, il est difficile de savoir si on peut aller au-dessus puisque ces incertitudes sont toujours là. Dans le cas où, avec une probabilité effectivement non nulle, dans le cas où on reviendrait effectivement sur ces niveaux, alors qui étaient effectivement les niveaux de support de 2021, Vincent, on serait toujours dans la configuration d'un marché baissier. Est-ce que ce serait quand même une dynamique un peu plus neutre du point de vue indiciel? Alors, il faudrait dépasser ces niveaux. On peut le revoir en journalier, puisque c'est également un autre niveau technique qu'on va surveiller. Voilà, juste en dessous de ces 12 900 points, les 38,2, eh bien, il y a la moyenne 200 périodes. On l'a testé, ce dépassement, plusieurs reprises, plusieurs échecs. Donc, au-delà du test de ce niveau, eh bien, on va essayer de valider le dépassement des 12 600 actuellement. Et donc, si on a ces deux validations techniques, on peut aller penser que ce serait peut-être le rebond, peut-être une nouvelle tendance haussière. Mais si on vient tester les 12 900 sans valider la moyenne mobile 200, attention tout de même à un retour baissier, puisque les risques sont toujours présents.
Dans quelle mesure les résultats des GAFAM vont être importants, puisqu'on va avoir en 2-3 journées cette semaine les résultats de l'ensemble du groupe des GAFAM. Ça commence demain soir avec Microsoft, je crois, notamment Alphabet, Google, et puis ensuite effectivement Meta, Facebook anciennement, et puis en fin de semaine on aura Apple et Amazon qui publieront leurs résultats. Est-ce que c'est un groupe toujours aussi important boursièrement parlant pour la dynamique des marchés américains, Vincent? Toujours, alors ça peut avoir un impact puisque leur proportion dans l'indice est toujours important, même si la valorisation a baissé, les autres valorisations ont également baissé, mais ça va surtout nous donner une indication sur la santé économique. Si ces très grosses sociétés qui sont capables d'absorber un ralentissement de l'économie ou d'autres risques, si ces sociétés ont justement des profit warnings, peut-être pas parce qu'elles sont encore solides, mais des licenciements, des ralentissements d'activité, on peut extrapoler ça à d'autres sociétés au même secteur et donc nous donnera bien entendu au niveau de la valorisation un indice sur la tendance du marché, mais également sur la tendance de l'économie, puisque la récession pourrait arriver et on pourrait peut-être le lire un peu mieux grâce à ces résultats des grosses sociétés technologiques. Bon, la tech américaine qui publiera cette semaine, et ce seront évidemment des informations clés pour les investisseurs, tant sur le plan fondamental avec les résultats en tant que tels, la dynamique de croissance de ces groupes, et puis la réaction de marché, qui sera très intéressante à observer, puisque ces groupes ont quand même baissé, la valorisation s'est dégonflée, on verra effectivement comment est-ce que les attentes de marché sont positionnées par rapport à ces résultats. On a eu deux exemples qui sont peut-être, on a eu Tesla, les résultats, et Netflix. Netflix qui avait fortement baissé, qui a profité justement d'avoir plus d'abonnements pour rebondir de façon importante, puisqu'il a rebondi de façon extrêmement importante. Du côté de Tesla, qui est quand même assez soutenu, eh bien les résultats étaient plutôt limités, les livraisons un peu plus faibles que prévu, des tensions sur les perspectives, et on le voit encore aujourd'hui sur les cotations futures en baisse de 3% parce qu'ils baissent les prix en Chine, et donc qui indique peut-être qu'il y a des tensions sur la demande. Deux exemples un peu disparates. Avec deux types de réactions de marché assez différentes. On verra ce qui a été anticipé pour les GAFAM. Ce sera évidemment à suivre tout au long de la semaine. Si on prend l'indice américain plus industriel, le Dow Jones historique, Vincent, en vue journalière, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de l'indice historique de Wall Street? De la même façon, ici, on a testé deux fois ce plus bas en dessous des 29 000 points qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On le verra sur l'autre graphique. Et on va chercher donc un niveau technique avec ce double rebond, double bottom. On va chercher la moyenne mobile sans période. On en parlait sur l'indice Nasdaq 100 juste avant. Et donc, il y a un niveau technique important qui pourrait être dépassé dans la journée actuellement, avant les résultats de sociétés importantes. Et donc, si on vient casser ce niveau, les 31 350 points, qui est également un niveau de support que l'on a surveillé ou de résistance que l'on voit début 2021, un peu entre les chiffres. Et donc, ce dépassement, au-delà des 31 350, eh bien, on peut aller chercher une nouvelle accélération. Ici, proche du seuil psychologique 32 040, qui était également le plus bas qu'on avait observé il y a bien longtemps, en début au mars 2021, et qui avait servi proche sur les niveaux de résistance, de support à plusieurs reprises. Donc, selon moi, si on vient casser ces 31 350, techniquement du moins, on peut aller chercher les 32 000, 40. Avant, on voit l'objectif qui pourrait se situer sur la moyenne mobile 200 périodes. On a les 23,6 de Fibonacci également, et ce support oblique. Support oblique, on a tenté le dépassement, comme la moyenne mobile 200, échoué à 2 reprises, on le voit très bien sur le graphique. Donc un peu comme on l'a dit sur le Nasdaq, il y a un niveau technique, la moyenne mobile 200 périodes, qu'il faudrait valider en dépassement pour tenter justement d'avoir une tendance haussière. Que nous donne comme complément d'information la vision hebdomadaire du graphique sur le Dow Jones, Vincent? Alors, on va regarder justement l'hebdomadaire, où là, on a déjà dépassé la moyenne mobile 200 périodes. On va le voir dans un instant. La moyenne mobile 200 périodes, on ne l'a pas dépassée. On se souvient sur le Nasdaq à l'instant. Donc, le Dow Jones est un peu en avance, on va dire, par rapport au Nasdaq, sur la dynamique. Parce que les valorisations technologiques ont peut-être un peu plus souffert. Et donc, cette semaine de résultats va probablement être importante. Et donc, on a cassé déjà cette moyenne mobile, ce qui est plutôt positif, mais il y a encore des niveaux techniques à atteindre, les 32 000 que l'on voit, et un peu au-dessus, c'est 32 530, moyenne mobile, les 23,6 de Fibonacci, l'ancien niveau de support à quelques dizaines de points près, et cette oblique également, on a testé le dépassement, mais à 3 reprises, c'était un échec. Et donc ici, au-delà de cette oblique et au-delà des 32 000
des 530, on peut espérer peut-être une dynamique un peu plus haussière et il faudra dépasser encore une moyenne mobile derrière. Mais au-delà des 32 500, pour moi, on peut espérer peut-être la cassure de l'oblique et donc une tendance haussière. On a peut-être une dynamique un peu plus constructive, un peu plus favorable à court terme pour les indices actions. Tout ça est à confirmer avec les niveaux que vous nous avez précisés, Vincent. Globalement, si on se fixe comme horizon la fin d'année, comment est-ce que vous évaluez le risque de baisse et de rechute des indices sous les points bas qu'on est revenu tester fin septembre, en octobre, qui sont visiblement jusqu'à présent des gros points bas sur lesquels les investisseurs ont hésité à remettre une pièce à la baisse. On a vu qu'on n'a pas cassé effectivement des supports très très importants. Ce risque-là, il est toujours matériellement devant nous encore. Il y a toujours un risque effectivement qu'on puisse voir le marché partir dans une nouvelle jambe de baisse. Comment vous évaluez ce risque ? Alors oui, il y a encore le risque, puisque actuellement, comme on le disait, peu de changements sur les fondamentaux et pour autant des rebonds. Donc ça reste ça reste très technique et donc il suffirait d'une information négative. Si l'inflation peut-être était plus élevée qu'attendue, pourrait amener à une baisse les résultats d'entreprise. S'il y avait vraiment un risque important, parce que si les résultats sont un peu moins bons ou presque comme on attendait, je ne pense pas que ce soit un catalyseur à la baisse. De la même façon que l'inflation, puisqu'on a parlé du point bas ici sur le Nasdaq, c'était au lendemain de l'inflation qui était décevante. Et pour autant, on a rebondi. Donc là, pour le moment, les marchés semblent un peu hermétiques à tout risque, mais il y a toujours ces risques. Et donc, selon moi, après un rebond technique, les marchés sont très baissiers. Il y a beaucoup d'options de vente sur le marché. Dès que le marché va rebondir, eh bien, les gens vont se protéger et acheter des calls ou acheter des actions. Et donc, amplifier un peu ce mouvement haussier. C'est ce que l'on voit actuellement. Donc, il faut tout de même un peu respirer et avoir un rebond technique. Mais si les risques sont toujours bien présents, eh bien, on va avoir un retour baissier avant la fin de l'année. Bien entendu, beaucoup trop de données à surveiller pour savoir ce qui va se passer. Mais attention, le risque est toujours présent. Donc, malgré ce rebond technique, on est toujours actuellement dans une tendance baissière. Baissière, effectivement. Et encore une fois, en matière d'information fondamentale, les 15 prochains jours vont être des journées importantes pour les investisseurs. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous cette semaine pour le plan de trading de Smart Bourse, analyste chez IG. Et parlons justement des enjeux macroéconomiques pour l'économie américaine. C'est Thomas Koster qui est avec nous le lundi en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, peut-être un élément quand même en lien avec les décisions et les nominations annoncées à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois, dans la perspective américaine, bien sûr, Thomas, dans la perspective de la relation très dégradée entre les États-Unis et la Chine. Quels sont les enseignements de ce point de vue-là que vous retirez de ce qui s'est joué en Chine jusqu'à ce week-end encore ? Oui, alors il y a deux conséquences politiques de ces nominations au bureau permanent du Parti communiste. La première, c'est que Xi Jinping, le président, s'entoure d'alliés. Et le deuxième point, c'est que les milieux économiques, les milieux de la réforme, les milieux du commerce sont plutôt éloignés du centre de gravité. On pense notamment à l'ancien Premier ministre Li Keqiang, qui ne fait plus partie du coup de ce comité permanent. Au niveau de la relation sino-américaine, incrémentalement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Ça risque de conforter les États-Unis dans leur peur d'une dérive potentiellement autoritaire du gouvernement chinois. Et je rappelle que ce congrès et ces nouvelles ont lieu alors que les États-Unis, il y a quelques jours, ont sorti leur nouvelle revue de sécurité stratégique, National Security Review, où ils disent, notamment de la Chine, et je cite, que la République populaire de Chine a l'intention et de plus en plus la capacité de remodeler l'ordre international en la faveur du sien et pour son propre bénéfice. Et un peu plus loin, les États-Unis disent il y a un modèle autoritaire chinois, une dérive vers l'autoritarisme. Donc,
Ce qui s'est passé ce week-end risque d'alimenter ces peurs potentielles et il faudra regarder donc d'un point de vue économique potentiellement des conséquences. Alors on a déjà vu des conséquences puisque en début de mois aussi, les États-Unis, c'était le 7 octobre, ont mis en place beaucoup de restrictions sur l'envoi, sur le commerce des semi-conducteurs de haute technologie à la Chine. Et ça, c'est quand même un point très important parce qu'il y a donc une nette dégradation quand même du climat économique, mais politique et donc économique entre les États-Unis et la Chine. Donc affaire à suivre. Et c'est un vrai coup dur sur le plan de la guerre technologique. Là, les dernières décisions américaines, Thomas, c'est pas cosmétique, c'est pas symbolique. Non, c'est loin des cosmétiques. La Chine doit continuer son développement économique. Les semi-conducteurs sont clés pour ce développement. Et on voit d'ailleurs chaque jour, en fait, l'implémentation concrète de ces mesures. On voit donc des sociétés chinoises, concrètement, les sociétés de semi-conducteurs arrêtent de fournir certaines compagnies chinoises. On le voit jour après jour, des communiqués de ces entreprises-là. Et donc, il y a des effets très, très concrets pour notamment la montée en puissance technologique de la Chine, et en particulier vers les nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Ouais, des liens qui continuent de se défaire, donc effectivement, entre le monde chinois, la zone chinoise asiatique et le monde occidental et le monde américain notamment. Si on reste d'ailleurs dans le domaine politique, Thomas, ça nous amène à dire un mot des élections de mi-mandat qui vont avoir lieu quand même dans les prochaines semaines. Dans quelle mesure est-ce que c'est un rendez-vous important, pertinent du point de vue de l'économie américaine, des décisions de politique économique aux États-Unis et donc, in fine, pour l'investisseur global ? Alors c'est un rendez-vous important, surtout dans la mesure où ça peut apporter de nouveaux risques. Je m'explique. Pour les élections de mi-mandat, les sondages montrent que les républicains risquent de gagner donc la Chambre des représentants, ce qui est d'ailleurs un peu comme d'habitude, parce qu'en moyenne, le parti au pouvoir perd environ 30 places, donc 30 sièges à la Chambre des représentants. Donc il y a un peu une loi de la gravité des élections de mi-mandat. Donc là, les démocrates n'ont qu'une majorité de seulement 8 sièges. Mettons qu'ils en perdent une trentaine. Voilà, ça fera une majorité républicaine. Or, les républicains, alors en général, le marché boursier aime bien quand le Congrès est divisé, parce que ça veut dire moins d'intrusion dans la vie économique du pays. Moins d'impôts, moins de consensus. Donc le Congrès reste au Congrès et Wall Street à Wall Street. Mais là, la nouveauté potentiellement, c'est que les républicains ont déjà dit qu'ils ne feraient pas de cadeaux au gouvernement de Biden, et notamment que les prochaines échéances, que ce soit budgétaires ou aussi sur le plafond de la dette, seraient utilisées comme potentiellement des armes pour en fait faire passer, en tout cas limiter l'ampleur du programme démocrate. Donc il est fort à penser qu'il y aura beaucoup de tensions entre les démocrates et les républicains si les républicains notamment devaient gagner la Chambre des représentants. Donc ça, c'est ce que les investisseurs vont devoir regarder ça de très près, parce qu'on le voit ces dernières années, il y a beaucoup de tensions politiques aux États-Unis, en particulier au Congrès, et là la tension risque de monter potentiellement d'un cran. Bon, si on en vient au terrain économique et au terrain de la politique monétaire, Thomas, on aura, et je le disais cette semaine, la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre. Alors, évidemment, c'est un chiffre qui va être révisé plusieurs fois pendant encore des années, mais ça nous donne quand même une indication de ce qui s'est passé en matière de développement économique sur les derniers mois aux États-Unis. Certes, c'est un peu regardé dans le rétroviseur, Thomas, mais est-ce qu'on va quand même trouver dans la dynamique de croissance américaine, parce qu'il y aura de la croissance aux États-Unis au troisième trimestre, est-ce qu'on va trouver des enseignements intéressants pour la suite de l'analyse de la conjoncture américaine ? Alors, ce PIB est attendu par le consensus à 2,3% en rythme annualisé. Maintenant, si on regarde en rythme annuel, c'est-à-dire le troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, ça devrait être du 1,7%, ce qui est un rythme assez modéré de croissance. On a quand même une économie qui est en train de s'affaiblir. D'ailleurs, dans ces 2,3% de croissance, en fait, la plupart, les 2%, il y aura une contribution de 2% juste des importations, en fait, des importations nettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'importations en début d'année, et en fait, les importations, on se rend compte que les entreprises américaines ont trop importé. Il y a trop de stocks maintenant dans l'économie, la demande ne suit pas. Et donc, il y a un peu un retour de balancier sur les importations, et donc ça va mécaniquement
contribuer au PIB. Donc il faudra faire un peu attention quand même aux éléments techniques de ce chiffre, mais grosso modo, la tendance est quand même plutôt pour un affaiblissement de la croissance économique américaine, tiré en premier lieu par l'immobilier. Le chiffre de l'immobilier résidentiel devrait être assez catastrophique dans ce chiffre de PIB. Et également, on va voir bientôt l'investissement des entreprises qui pourrait aussi continuer de s'affaisser, puisque les perspectives économiques mondiales, mais aussi américaines, sont en train de s'assombrir. Donc un tableau qui sera finalement assez peu réjouissant quand on regardera les détails de ce PIB, même si la bonne nouvelle aux États-Unis, alors bonne et mauvaise nouvelle, c'est que le marché de l'emploi, lui, continue d'être très résistant, mais la question c'est pour combien de temps. Ouais. Et ça nous amène évidemment sur le terrain de la politique monétaire. Donc cette semaine, c'est une semaine de réunion pour la BCE. La semaine prochaine sera une semaine de meeting pour le FOMC, une décision attendue de la Réserve fédérale américaine. Thomas, est-ce qu'on entre dans entre guillemets, le sprint final, le fine-tuning final, le réglage final du durcissement et du niveau de restriction de la politique monétaire américaine en vue d'un taux terminal qu'on imagine désormais autour de 5% au cours du premier trimestre 2023? Est-ce qu'on est vraiment dans le fine-tuning final ou est-ce qu'il y a encore de l'incertitude sur les décisions qui pourront être délivrées par la Fed? Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais au cours des meetings suivants. Alors il faut être prudent avec la Réserve fédérale parce qu'on attend toujours que ce soit le dernier kilomètre et finalement la course continue et on ne voit toujours pas l'arrivée. Donc là, il faut être prudent, surtout que l'inflation aux États-Unis a un caractère très inertiel. Donc il y a une certaine inertie de l'inflation, notamment à cause des loyers. Les loyers ne vont pas tourner avant quelques mois. Donc là, le risque, c'est qu'on a une Fed qui reste arc-boutée sur les données passées plutôt que sur la perspective, et en particulier arc-boutée sur l'inflation core CPI et sur l'emploi. Et c'est donc en général des données qui sont très inertielles. Donc il y a quand même un risque que la Fed continue de monter les taux, en effet, jusqu'en début d'année prochaine, et ça sera évidemment à surveiller, puisque l'impact économique de ces hausses de taux, j'ai l'impression, est un peu sous-estimé par la Réserve fédérale. Il y a un vrai resserrement des conditions monétaires et des conditions financières qui risque de vraiment saper l'économie américaine en 2023. On sent qu'il y a quand même chez certains membres, et j'ai en tête par exemple la dernière expression de Mary Daly, qui est la gouverneure de la Fed de San Francisco, je crois, Thomas. Chez certains membres du FOMC, Mary Daly n'est pas votante, je crois, cette année. Il y a quand même de plus en plus de considération de ce type de risque, d'over-tightening, peut-être de regarder des données qui sont trop dans le passé et pas assez avancées. Mary Daly a fait référence, je crois, aux indicateurs de loyer qu'on peut trouver dans le marché, chez des opérateurs privés, qui montrent qu'on a déjà une forme de décélération des nouveaux loyers aux États-Unis, ce qu'on ne constate pas dans les données dures qui sont publiées sur l'inflation. Est-ce que Mary Daly, elle est encore une exception au sein du FOMC, de la conversation qu'il peut y avoir chez les banquiers centraux américains, ou est-ce que quand même, il y a l'idée que la conversation peut évoluer désormais avec une balance des risques qui serait évaluée de manière différente? Alors, le problème, c'est que la Fed regarde vraiment, pour la plupart des membres, mais regarde beaucoup l'indicateur des attentes d'inflation du Michigan. Et ces attentes d'inflation restent en fait ancrées à des niveaux très élevés, de plus de 5%. Et là, c'est le vrai problème, puisque l'idée de la Réserve fédérale, c'est de monter les taux d'intérêt au-dessus de ces attentes d'inflation, donc au-dessus potentiellement de 5%. Sauf si les attentes d'inflation se mettent à baisser ces prochains mois. Mais on a vu ces derniers temps une certaine résilience de ces attentes d'inflation. Et ça, c'est le vrai problème, parce que oui, on voit que la Fed est quand même un peu plus inquiète des conséquences sur la croissance, mais quelque part, elle s'arc-boute sur les indicateurs que sont celui-ci, les attentes d'inflation des consommateurs, et aussi l'inflation spot. Donc quelque part, il faudrait d'abord qu'elle pivote sur sa fonction de réaction. Et il faudra plusieurs meetings avant que ce pivot sur la fonction de réaction n'intervienne, avant qu'elle puisse ensuite pivoter sur les taux eux-mêmes. Mais le risque vraiment pour l'économie américaine, c'est que ça soit déjà trop tard, notamment pour la croissance économique. C'est un resserrement monétaire extrêmement prononcé. Et dans le passé, la Fed, à l'époque de Yellen ou de Bernanke, n'aurait pas monté les taux. Même en général, on baissait les taux quand, par exemple, des indicateurs comme les ordres d'achat ISM, les nouvelles commandes, passaient en zone de contraction. On est en zone de contraction déjà, mais voilà, on a une Fed qui est arc-boutée sur certains indicateurs et qui a peur qu'il y ait une spirale inflationniste aux États-Unis, alors que on a des salaires qui se remettent à baisser. Et je pense que voilà, ces craintes sont, à mon avis, un peu exagérées. Et oui.
il y a un moment politique quand même à considérer aujourd'hui au sein des banques centrales pour comprendre peut-être la manière dont ces banquiers centraux réagissent et évoluent au gré des données statistiques. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous aujourd'hui en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour l'édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.